À l'ère de l'intelligence artificielle, tout devient remplaçable, simulable ou automatisable. À l'exception d'une chose. Toi, ta personnalité, ta créativité et ta singularité sont devenues plus précieuses que jamais. Et dans le business, cela se retranscrit par la seule chose qu'une IA ne pourra jamais créer, ton branding. Dans cette vidéo de près d'1 heure, j'ai décidé de te partager un contenu exclusif, normalement dédié à mes élèves et clients. Il s'agit de la rediffusion d'une masterclass où j'explique comment j'ai pu générer plus d'1 million d'euros sur Internet au cours des dernières années grâce à un branding spécial. Ce cours que je partage gratuitement aujourd'hui a été mis à jour depuis l'explosion de l'IA et devient indispensable si tu veux créer un business aux fondations pérennes dans les années à venir. Masterclasses branding, alors en bas il est marqué 15, vous n'y faites pas attention. Au sommaire, what, why, who, how, when. Ressources conclusion. Je ne vous en dis pas plus, on démarre tout de suite. Vous allez voir, c'est très simple. On commence par expliquer le what, c'est-à-dire qu'est-ce que le branding, marketing. Vous voyez, je fais un lapsus, c'est intéressant puisque forcément c'est lié, vous allez le voir. Alors, plutôt que de vous expliquer ce qu'est le branding, je pense que c'est intéressant d'expliquer ce que ce n'est pas. Parce que beaucoup le confondent avec d'autres choses ou ne l'interprètent pas forcément correctement. Le branding, ce n'est tout d'abord pas un produit. Le branding, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas non plus un logo, ni un site, un packaging, une charte graphique ou encore un joli profil social sur les réseaux, Instagram, LinkedIn, etc. Alors là, j'imagine que certains d'entre vous doivent être surpris parce que c'est vrai que dans sa tête, on se dit branding, l'image de la marque, c'est quand même le logo, la charte, etc., etc. Non. Le branding, le vrai, c'est un ensemble, un résultat ou encore une réputation, une perception, une expérience, une histoire, une culture ou enfin un message. Ce que vous devez retenir en bref par rapport à ça, c'est que votre branding ne va pas se baser sur un ou plusieurs éléments visuels et graphiques autour de vous, de votre marque. Votre branding va être l'addition, la somme d'un ensemble de choses parmi lesquelles on peut inclure la charte graphique ou le logo qui va vous créer une réputation et vous donner une perception aux yeux des autres. Jeff Bezos disait et dit que votre brand, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là. Donc effectivement, c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup de votre réputation, de ce qu'on pense de vous. Ce que j'ai ajouté à ça, c'est que votre branding, c'est l'ensemble des ingrédients qui régissent votre brand. Si la brand, c'est la marque, le branding, c'est la recette. Et avec les bons ingrédients, tout comme dans le business, vous réussirez à avoir le bon branding. Mais à condition, bien sûr, de bien les cuisiner. Ensuite, nous venons au pourquoi. Maintenant que vous savez le quoi, c'est simple. On ne s'attarde pas plus que ça sur la définition du branding. Pourquoi le branding est si important? Ici, j'ai voulu vous partager plusieurs faits, chiffres et statistiques intéressantes à ce sujet. D'abord, 77% des consommateurs font des achats en se basant sur le nom de la marque. Donc effectivement, le nom a un impact. Le nom pas seul, parce que comme je l'ai dit, un nom ou un logo ne suffit pas. Non, ça fait partie d'un ensemble. 55% des consommateurs sont plus susceptibles d'acheter le produit d'une marque à l'avenir s'ils aiment son histoire.
Et 44% d'entre eux partageons cette histoire. Également, 71% des consommateurs qui ont une expérience positive avec une marque sont susceptibles de la recommander à leurs amis et à leur famille. L'expérience positive, comme je crois vous l'avoir déjà dit, et je vous le redirai lorsqu'on parlera vente et marketing, ne se retranscrit pas juste avec votre produit ou votre service, elle se retranscrit aussi avec tout ce qu'il y a autour, notamment le branding. La cohérence de la marque sur toutes les plateformes peut également augmenter ses revenus de plus de 23%, selon Forbes. 82% des investisseurs estiment que le nom de la marque est un aspect important dans les décisions d'investissement. Et enfin, 73% des consommateurs aiment une marque en raison de l'expérience client. Et comme vous l'avez compris, c'est ça aussi, le branding, l'expérience client. La casquette Trinity que vous avez reçue, joliment emballée, etc., etc., etc. Toujours dans le why et pourquoi le branding est si important, il y a une étude que j'aimerais vous partager. L'étude du professeur de neurosciences Michael Platt, qui explique comment notre perception des marques influence les décisions prises par notre cerveau. Pour ça, ils ont pu étudier, grâce à ce que je crois être un encéphalogramme, deux types de consommateurs, les consommateurs et clients de la marque Samsung et les consommateurs et clients de la marque Apple. Alors, l'idée, c'était d'analyser leur cerveau en même temps qu'ils leur posaient des questions et faisaient des affirmations. Et ce qu'on a constaté avec les clients de chez Samsung, c'est que quand on leur annonçait une bonne nouvelle au sujet de la marque, ils réagissaient positivement. Quand on leur annonçait une mauvaise nouvelle au sujet de la marque, Samsung, ils ne réagissaient pas. Et quand on leur annonçait une mauvaise nouvelle au sujet de la marque Apple, ils réagissaient positivement. En gros, ils sont contents quand il y a des trucs cool chez Samsung ou quand il y a des trucs pas cool chez Apple. Maintenant, ce qu'on a observé chez les clients de chez Apple, c'est différent. Tout comme ceux de chez Samsung, ils sont contents quand on leur annonce un truc cool chez Apple. Ils sont contents quand on leur annonce un truc pas cool chez Samsung. Mais là où c'est intéressant, c'est que quand on leur annonce un truc pas cool chez Apple, leur cerveau réagit de la même façon que s'ils avaient perdu un proche. En effet, le lien émotionnel est si fort entre les clients de la marque à la pomme et la marque à la pomme que quand on leur annonce une mauvaise nouvelle, leur cerveau va réagir de la même façon que si on leur annonçait une mauvaise nouvelle au sujet de l'un de leurs proches. Et ça, c'est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, quelque chose qu'Apple a réussi à construire comparativement à Samsung. Et ce qui fait de cette marque la marque à la valorisation la plus grande aujourd'hui à l'échelle mondiale. Ça ne s'arrête pas là. Un autre exemple que j'aimerais vous prendre pour conclure, c'est celui d'une marque que vous connaissez aussi tous, Coca-Cola. Marque fondée, créée et lancée en 1886. En 1886, d'après vous, combien de bouteilles a vendu Coca-Cola? Alors ceux qui ont la réponse, je vous invite à bien la garder. Ceux qui ne l'ont pas, essayez-vous à répondre à cette question. D'après vous, en 1886, durant l'année de lancement de la marque Coca-Cola, combien de bouteilles ont-ils vendu? Allez-y, c'est pas une question piège. 100 000? 100 000 à peu près? Pas loin. Pas loin? 9. Oh, ok. Maintenant, d'après vous, combien de bouteilles a vendu Coca-Cola l'an dernier? Est-ce que vous avez un chiffre à me donner, mon cher? On part sur 10 milliards? Je sais pas. Je 10 pense que c'est beaucoup milliards. plus, mais
Pas loin aussi. Plus d'un demi-trilliard. 547,5 milliards de bouteilles de Coca-Cola vendues l'an dernier. Voilà pourquoi le branding est si important. Il ne s'agit après tout que d'une boisson, certes bonne, mais pas non plus révolutionnaire, elle ne guérit pas le cancer. Or, elle a réussi, alors que durant son année de lancement, elle ne vendait que 9 bouteilles, à en vendre aujourd'hui plusieurs centaines de milliards. Une marque est une voix, un produit est un souvenir. C'est ce que dit Lisa Gansky, la CEO et co-founder de GNN, le premier site web au monde avec des publicités cliquables. J'aime beaucoup cette phrase. Une marque est une voix, un produit est un souvenir. En effet, ce qu'on retient, c'est pas forcément le MacBook Pro 14 pouces M2. Non, ce qu'on retient, c'est Apple. Voilà pourquoi le branding est si important maintenant que vous savez, en partie, ce qu'est le branding. Maintenant, on va voir qui peut impacter votre branding. Premièrement, vous. Vous avez naturellement un impact sur votre branding, votre personal branding, mais aussi le branding de votre marque. Vos collaborateurs ont un impact sur votre branding. Vos clients ont un impact sur votre branding. Vos fans ont un impact sur votre branding, mais également vos haters, vos concurrents. Mais vous, vous avez un double impact sur votre branding. Et je ne parle pas de votre personal branding. Par rapport à ça, dans cet exemple, mis à part le poste, quel est le point commun de ces 3 CEO, Elon Musk pour Tesla, j'ai oublié le nom, c'est terrible. C'est pas Tim Cook, c'est... Bref, le fondateur de la marque à la pomme, Steve Jobs. Steve Jobs. Merci Tommy pour Apple et Yomi, que vous connaissez sans doute mieux, pour Mindeo. Quel est leur point commun? L'amour du risque. Alors certainement, vu que ce sont des entrepreneurs, mais à Ils l'échelle du représentent branding. ils représentent leur marque, je dirais, honnêtement. Exactement. Ils vendent avec leur image. Ils vendent avec leur image grâce à leur personal branding. Quand vous achetez Tesla, vous achetez Elon Musk. Quand vous achetez Apple, vous achetez Steve Jobs. Et quand vous achetez Mindeo, vous achetez Yomi. À l'ère de l'intelligence artificielle, du digital et de la creator economy, le personal branding est le meilleur asset que vous puissiez vous construire aujourd'hui. Il est le meilleur asset parce qu'il est le seul qui va véritablement vous permettre de vous différencier et de capitaliser sur votre singularité dans la durée, et ce, de façon intemporelle et illimitée géographiquement. Comparativement au branding, le personal branding est renouvelable, dans le sens où la marque que vous allez créer va difficilement pouvoir être renouvelée, changée du tout au tout. Vous, votre personal brand, vous pouvez l'utiliser et capitaliser dessus de plein de façons, pour plein de marques que vous allez créer. De plus, si une marque que vous allez créer peut ne pas être pérennisée, vous, votre personal brand, tant que vous existez, que vous êtes en vie, il l'est. Également, en termes de singularité, l'on peut créer une marque impactante, unique, singulière et différente, mais il n'y aura rien d'aussi unique et singulier que vous. Pareil en ce qui concerne le contrôle, on peut avoir
un certain contrôle sur son branding, mais on n'en aura jamais autant que sur son personal branding. Et enfin, l'influence. L'influence de sa brand a ses limites que le personal brand n'a pas. Pour reprendre les mots de Lisa Gansky, qui disait que si une marque est une voix, un produit est un souvenir, j'aime à dire que si une marque est une voix, une marque personnelle est une âme. À ce stade, vous savez donc qu'est-ce qu'est le branding, mais aussi qu'est-ce que ce n'est pas, pourquoi c'est si important par des faits, des chiffres, des statistiques clés, concrètes, et qui va avoir un impact et comment le personal branding peut aujourd'hui être très important pour vous, quel que soit le business que vous décidiez de créer, quel que soit ce que vous ferez. Maintenant, on va aller encore un peu plus loin avec le how pour essayer de comprendre ce qu'est un branding impactant. Comment un branding est impactant. Pour ça, je vous ai fait une petite sélection d'études de cas de personal brand que vous connaissez peut-être, à commencer par Andrew Tate. Andrew Tate, si vous ne le connaissez pas, vous devriez. C'est un entrepreneur en ligne à grand succès qui, il n'y a encore pas si longtemps que ça, générait à un moment donné plus de 30 millions d'euros par mois. 30 millions d'euros de MRR, de revenus mensuels récurrents. On ne parle pas de faire 30 millions une fois dans sa vie, à un moment donné, une année ou un mois, non. 30 millions d'euros tous les mois qui tombent automatiquement sur son compte en banque. Andrew Tate, c'est aussi un personnage assez controversé, qui a fait énormément de bruit l'an dernier et l'an d'avant sur les réseaux sociaux, notamment pour ses opinions, ses positions et ses activités. Pour la petite histoire, si vous ne le connaissez pas, Andrew Tate, c'est un ancien champion du monde de kickboxing, reconverti en businessman, chef d'entreprise, qui a fait ses premiers sous dans les jeux d'argent, dans les casinos, alors non pas en y jouant, mais en les créant, ainsi que avec des cam girls. Donc les cam girls, c'est un peu les ancêtres des... Enfin, les mecs qui géraient ça, c'est un peu les ancêtres des managers OnlyFans. C'est-à-dire qu'en gros, il a créé tout un studio pour des meufs dans des pays de l'Est qui voulaient pouvoir monétiser sur leurs attributs. Et il leur a permis de gagner de l'argent grâce à ça sur Internet. D'où le nom Cam Girl. Après quoi, et c'est ça qui l'a véritablement fait exploser, il a créé un podcast avec son frère, puis il s'est mis à vendre des formations. Je dirais même plus qu'une formation, un ensemble de formations et une communauté grâce à un accès pas si cher payé que ça. Je crois qu'on était à 49 $ par mois. Euh, qu'il a réussi grâce à une stratégie marketing et à un branding extrêmement bien ficelé à vendre à plusieurs centaines de milliers de personnes par mois. Ce qui lui a permis de générer des dizaines de millions d'euros par mois. Si Andrew Tate a réussi à faire ça, c'est grâce à principalement 5 choses. La première, c'est une audience cible parfaitement définie. Avant toute chose, je pense qu'il a longuement et mûrement réfléchi à savoir à qui il allait et voulait s'adresser. Et il l'a très bien fait, ça va être principalement les jeunes hommes célibataires en quête de gloire, de fortune et d'élévation. Deux, il avait un message parfaitement aligné avec cette audience. Il disait les bonnes choses de la bonne façon, au bon moment et au bon endroit. Avec notamment une voix et un positionnement pertinent, assez directif, assez tranchant. Et puis, il avait aussi une maîtrise des plateformes, principalement format long, mais aussi format short, car bien qu'il a pu se plaindre des dérives
des recyclages de ces contenus format long en format short, notamment via des extraits qui étaient parfois un petit peu flamboyants et sortis de leur contexte. En vérité, ça n'a fait que lui faire de la publicité. Il a d'ailleurs mis en place tout un système d'affiliation permettant à des gens comme vous et moi, en créant des comptes sur TikTok, notamment de repartager ses contenus et en faisant des appels à l'action vers sa communauté grâce à un lien affilié, de pouvoir gagner un pourcentage de commission sur tous les gens qu'on allait faire s'abonner, lui ramenant au passage à lui le gros des parts du gâteau. Et enfin, un ennemi commun surpuissant, le système, la matrice. Fun fact, Andrew Tate a été l'homme le plus recherché au monde sur Google durant toute l'année 2022. Étude de cas numéro 2. Taylor Swift. L'artiste féminine, chanteuse, la plus écoutée au monde, la plus streamée au monde. Ce qui vaut à Taylor Swift son succès, encore une fois dans l'impact de son branding, ça va avant tout être sa personnalité. Sa personnalité et son histoire personnelle, à laquelle beaucoup de gens peuvent s'identifier. Parce qu'effectivement, même si aujourd'hui, elle est vue par certains comme une quasi-déesse, en vérité, c'est quelqu'un d'assez lambda, issu d'un milieu assez lambda aussi, et auprès de qui on peut du coup assez facilement s'identifier. Elle a également un engagement et des positions artistiques fortes. Elle prend parti à nouveau et n'a pas peur d'exprimer ses opinions sur certains sujets avec lesquels vont pouvoir raisonner ses fans. Elle a également une identité visuelle magnétique, que ce soit dans ses prestations, ses tenues, mais même dans son esthétique. Aujourd'hui, Taylor Swift, c'est un petit peu euh, la représentation physique de l'américaine par excellence. Blanche, blonde, aux yeux bleus. Son genre musical, bien sûr, également très mainstream et très apprécié par de très nombreuses personnes à travers le monde, issues de différents statuts, classes sociales, enfin bref, tout le monde peut aimer Taylor Swift. Et puis enfin, sa communication dans les médias, bien sûr, où elle apparaît massivement et où elle sait très bien communiquer. Fun fact à son sujet, 18% des Américains, quasiment un cinquième de la population des États-Unis d'Amérique, est prête à suivre les conseils électoraux de Taylor Swift. C'est vous dire le niveau de puissance et d'influence qu'une simple artiste, une simple chanteuse peut avoir sur une partie de la population mondiale. On parle d'un cinquième des gens du pays le plus puissant du monde libre. Dernière étude de cas, PNL. Le duo de rappeurs que vous connaissez peut-être, ayant eu énormément de succès au cours des dernières années. Ce sont des rappeurs français qui ont réussi de nombreux exploits, marketingment parlant, commercialement parlant, en explosant de nombreux chiffres sans faire, ou en tout cas sans donner l'impression de faire, de marketing, de collaboration, de partenariat, etc. Grâce à quoi? Eh bien, encore une fois, grâce à un branding impactant. Branding impactant qui va principalement s'articuler autour de leur direction artistique et de leur ligne éditoriale. Le style, le vestiment, la coupe, bref, toutes les choses qu'on va pouvoir voir chez eux et autour d'eux dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils sont, a eu un impact fort chez les gens. Leur différenciation concurrentielle de genre, ils sont arrivés avec un genre nouveau, avec un produit différent et extrêmement bien brandé dans le monde du rap, avec ce genre que vous ne connaîtrez peut-être pas, qui est le cloud rap. Un rap différent, plus posé que celui qu'on avait l'habitude de consommer à l'époque dans le rap français. Également leur communication marketing agressive.
En effet, il faut savoir que PNL font partie des deux seules entités, des deux seules personnes, alors deux en vérité trois puisque forment un duo, qui au cours du dernier siècle ont réussi à privatiser la Tour Eiffel pour y tourner un clip. Également, ils ont pu louer des espaces d'affichage publicitaire, un dans un endroit précis où il y a la plus grande nationale à Paris, géant, que tout le monde voyait pendant un bon moment. Et puis, il y a eu plein d'autres choses comme ça, des affichages sur des bus, etc., etc. Ce qui est intéressant avec PNL, c'est qu'ils ont réussi à faire tout ça avec une image assez mystérieuse, puisqu'en effet, ils n'ont officiellement eu aucun featuring. Ils ne sont apparus dans aucun média, pas de passage télé, pas de passage radio. Le seul média auquel ils ont accepté de donner une interview, c'est un magazine américain, je crois. Et c'est une interview écrite. Donc, encore une fois, ils ne se montrent pas, ils ne parlent pas, ils ne s'exposent pas. Et enfin, lié à la direction artistique et la ligne éditoriale de leurs clips, de leur musique, l'identité visuelle et le style. Ce que je disais tout à l'heure avec le vestiment, la coupe, les lunettes, le physique aussi. Ils ont un physique imposant. Et ça, je suis convaincu que c'est quelque chose qui joue énormément. Je pense que si on prend tous les ingrédients PNL, tous sans exception, mais qu'on change juste leur physique et qu'on les rend obèses, ils n'ont pas du tout le même succès qu'ils ont eu. Mais en ayant un physique aussi esthétique que celui qu'ils avaient, bah, ça a eu forcément un impact sur le branding qu'ils avaient développé. À l'échelle du digital, le physique, alors peut être le physique, en l'occurrence, si vous apparaissez, si vous vous montrez et que vous n'êtes pas en forme physiquement, bah, vous allez moins impacter les gens que si vous l'êtes, mais ça va aussi se retranscrire par la vie que vous allez partager aux gens et ce que vous allez montrer de vous. Et ce que les gens aiment, c'est les gens qui rayonnent le succès. Et dans le succès, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la santé. Fun fact sur PNL, PNL sont les seuls artistes en France à avoir été triple diamant en indépendant. Personne n'a jamais obtenu 3 fois le disque de diamant en l'indépendant dans l'histoire de la musique française, à part PNL. Et c'est la même chose pour les marques. Alors j'aurais pu vous faire des études de cas d'Apple, de Coca-Cola, Nike, Tesla. J'ai préféré vous le faire sur le personal brand de ce que je viens de vous partager, mais c'est tout pareil. Du coup, c'est maintenant qu'on passe au moment le plus important et intéressant de cette masterclass, et c'est ici que j'en appelle à toute votre attention. Quels sont les ingrédients d'un branding impactant? On sait maintenant, voilà, c'est quoi un branding, pourquoi c'est important, pourquoi c'est impactant, qui va avoir un impact et sur qui ça va avoir un impact. Et je vous ai même expliqué comment avec des études de cas. Mais vous, concrètement, quels sont les ingrédients d'un branding impactant que vous devez connaître et utiliser pour pouvoir capitaliser dessus et vous le créer, ce branding impactant? Eh bien, en exclusivité, rien que pour vous, chers amis, j'ai créé la checklist des 7 indispensables d'un branding impactant qui sont les seuls et uniques à connaître pour vous créer un branding ou un personal branding à fort impact. Le premier, c'est une audience cible idéalement choisie. Un petit peu comme quand vous allez créer votre offre, tout part de là. Deuxièmement, c'est votre message. Message incluant notamment les valeurs, votre mission, votre vision. Et tout ça en alignement avec l'audience cible que vous aurez idéalement choisie. 3, une tonalité et un positionnement pertinent. Si le message, c'est le fond, le ton et le positionnement, c'est la forme. Ça va être la façon dont vous allez communiquer, articuler, exprimer ce message. Cela doit être pertinent par rapport à ceux à qui vous allez l'exprimer. 4, une histoire, un storytelling singulier qui résonne et qui fait s'identifier. Vous devez avoir une histoire. Vous devez avoir un storytelling. Ce storytelling doit être singulier, unique, différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec votre X-Factor à vous. Et vous avez tous une histoire différente ici, donc ce ne sera pas compliqué de le créer, mais
il doit aussi faire résonner et s'identifier ceux à qui vous allez l'adresser. Très important. 5e point, une identité visuelle et une charte graphique cohérente. Donc vous voyez, on n'y vient pas tout de suite, hein, la partie logo, design, graphisme, couleur, ça vient après. Et ça doit, si vous voulez, dans cet ordre, succéder à tout ce que vous avez fait avant. Vous ne pouvez pas avoir une bonne identité visuelle et une bonne charte graphique, un bon logo, des bonnes couleurs, etc., si vous ne savez même pas encore précisément à qui vous vous adressez. 6e point, des plateformes de communication et des formats adaptés. En effet, tout ça, à un moment donné, il va falloir l'utiliser, le communiquer, et pour ça, il vous faut choisir les bonnes plateformes, et sur ces plateformes, choisir les bons formats. Ce qui m'amène au 7e et dernier point, avoir une constance et une harmonie, tant sur le fond que sur la forme. Tout doit être cohérent et rentrer en synergie lorsqu'il va s'agir de votre branding ou de votre personal branding, quels que soient les supports et les médiums sur lesquels elle apparaîtra. Cependant, en plus de cette checklist des 7 indispensables d'un branding impactant, j'ai rajouté en dernière minute un 8e indispensable secret dont on ne parle pas assez et qu'on a déjà vaguement évoqué, le tribalisme ou le sectarisme. Le tribalisme et le sectarisme dans le branding, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'idée, pour pouvoir sublimer et rendre irrésistible votre branding de la même façon que ce que vous avez rendu irrésistible votre offre, d'utiliser plusieurs éléments, parmi lesquels je peux citer le fait d'avoir un ennemi commun et bien défini comme a su le faire Andrew Tate avec la matrice, des symboles, des signes, comme le font très bien certaines marques. Je peux notamment, même si elle est petite, citer la mienne avec les formes géométriques. Un culte, naturellement, autour duquel vous allez partager une mission, une vision, des valeurs, un dogme et des préceptes. Préceptes qui vont former un petit peu le code, les règles et la déontologie de ceux qui en font partie. Ici, j'aime bien la référence du Fight Club, avec tout ce que ça comporte. Et puis enfin, une doctrine, une religion, quelque chose à suivre et dont on fait partie, dont on prend part à partir du moment où on a rejoint la tribu, où l'on a rejoint la secte. Alors évidemment, ce sont des mots forts qui peuvent résonner avec certains d'entre vous, moi avec d'autres. L'idée ici, c'est simplement de vous dire que, sans devenir un gourou dans le mauvais sens du terme, plus vous serez clivant dans vos positionnements, plus vous aurez des opinions fortes sans qu'elles ne soient pas maîtrisées et trop extrêmes, au risque du coup de vous faire apparaître comme un clown. Eh bien, vous réussirez plus facilement, plus rapidement à créer cette singularité qui vous permettra de vous extraire de votre marché et de pouvoir potentiellement devenir comme des Andrew Tate ont réussi à devenir dans leur industrie. Comprenez que si personne ne vous déteste dans ce que vous faites, cela signifie probablement que personne ne vous adore. Et maintenant, messieurs, dames, on arrive au moment crucial de cette masterclass, le pinacle, le sommet, le moment de la mise en pratique. Grâce à ce plan d'action en 5 étapes que je vais développer en profondeur de A à Z avec vous dans un instant, j'ai regroupé, en me basant sur les 8 indispensables que vous devez connaître pour avoir un branding impactant, toutes les actions concrètes et applicables que vous allez pouvoir mettre en place dès aujourd'hui
pour créer votre branding ou votre personal branding de la meilleure des façons possibles. Ces 5 étapes se subdivisent comme suit. 1. Audience cible. 2. Valeur, vision, mission, storytelling. 3. Tonalité et positionnement. 4. Naming, identité visuelle et charte graphique. 5. Plateforme et format. On est parti. Première étape, l'audience cible. D'abord, ce que vous allez vouloir et devoir faire en ce qui concerne votre audience cible, un petit peu comme pour la création d'offres, c'est en identifier les caractéristiques démographiques et psychographiques, notamment grâce à l'ICP, l'Ideal Customer Profile. L'ICP, ça va être tout ce qui va concerner, d'un point de vue généralement chiffré, la situation de votre prospect. Mais pas de n'importe quel prospect, non, de votre prospect idéal, même mieux, de votre client idéal. C'est quelque chose qui m'a été très utile lorsque j'ai créé mon agence GeoClick pour pouvoir précisément définir ma cible, qui j'allais adresser et du coup, comment dans le processus de recherche, de sourcing, de listing des leads que j'allais chercher, eh bien, j'allais savoir en fait qui garder, qui enlever. 2, vous allez vouloir analyser les besoins, désirs et comportements de votre ICP en faisant de la veille concurrentielle. La veille concurrentielle, c'est l'idée d'aller voir ce que font vos concurrents qui vont évidemment être alignés avec vous, tant du côté marché que du côté offre, pour pouvoir, en collectant les informations, en les traitant et en les analysant, communiquer des résultats que vous allez pouvoir utiliser euh, dans le cadre de la création et de l'amélioration de votre branding ou de votre personal branding. Ensuite vient alors un concept intéressant, c'est la matrice SWOT. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, qui se décompose donc lettre par lettre en strength, weakness, opportunities and threat. Donc on parle des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. Ici, un exemple avec Netflix. Les forces de Netflix aujourd'hui, c'est quoi? C'est la réputation de marque, les contenus originaux, la qualité des contenus, leur technologie plus l'infrastructure mise en place en back-end, etc., etc. En revanche, leur faiblesse, ça va être que le business model est reproductible. Les droits d'auteur sont limités dans le temps. La dette est croissante, il y a des erreurs techniques, les comptes partagés, etc., etc. Néanmoins, il y a des opportunités. Demande croissante, croissance sur les marchés émergents, des contenus locaux, de la production de plus de contenus originaux, etc., etc. Et enfin, les menaces, arrêt de la production de contenu, téléchargement illégal, concurrence accrue. L'idée de faire votre matrice SWOT, c'est d'identifier clairement pour vous, pour votre business, pour votre brand, quelles sont vos forces comparativement aux autres, mais aussi vos faiblesses, les opportunités du coup sur lesquelles vous allez pouvoir capitaliser, et enfin les menaces qui vont être toutes les choses que vous ne pourrez pas ou peu contrôler, mais qu'il est toujours bon de connaître pour pouvoir potentiellement y pallier. Enfin 3, vous allez vouloir vous faire une représentation précise et tangible du persona auquel vous vous adressez. En plus de l'ICP, on veut avoir une idée de qui sont et à quoi ressemblent les gens qu'on veut adresser. Leur nom, leur sexe, leur âge, leur localisation géographique, leur situation socio-professionnelle, quel métier font-ils, combien gagnent-ils, etc., etc., etc. Motivation, canaux préférés, objectifs, frustration, bref. Si vous êtes en B2C en particulier, ça sera plus important, alors que si vous êtes en B2B, l'ICP sera plus important. 2. Valeur, vision, mission et storytelling. Tout d'abord, vous allez vouloir reprendre le travail que nous avons fait dans les premières masterclass et vous baser dessus pour créer ou affiner vos valeurs, votre vision, votre mission et votre storytelling. Que ce soit l'ikigai, le test des 16 personnalités, votre biographie ou encore la pyramide du succès. En parlant de biographie, justement, vous allez vouloir la rédiger ou la relire. Je rappelle la biographie que vous aimeriez que un magazine comme le magazine Forbes fasse de vous dans 10 ans, afin de préciser ou de repréciser qui vous voulez être et où vous voulez aller. Et enfin, 3,
Si ce n'est pas encore déjà fait, c'est un exercice important. Vous allez vouloir créer votre histoire personnelle, l'apprendre par cœur pour en faire votre storytelling. Aujourd'hui, pour ma part, pour l'heure, celle que j'ai eu l'habitude d'utiliser jusqu'ici, qui n'est peut-être pas la meilleure parce que, comme je l'ai dit, tout comme avec le mindset, j'ai pas voulu m'attarder trop longuement sur le branding, c'est de dire, entre l'année 2022 et 2023, j'ai généré plus d'un demi-million de bénéfices grâce à mes activités dans le Web3. Pour prouver que ce n'était pas un hasard et que tout le monde aurait pu le faire aussi, j'ai décidé de recréer un business en partant de zéro et de tout documenter gratuitement sur Internet. Troisième point, tonalité et positionnement. D'abord, vous allez vouloir définir un positionnement en alignement avec vous et votre public. Positionnement qui soit et qui sera idéalement océan bleu, Blue Ocean. Océan bleu, je ne sais pas si on en a déjà parlé, je rappelle, c'est l'idée de quelque chose qui n'a pas encore été fait. Voilà comment vous pouvez potentiellement faire votre positionnement et identifier un océan bleu dedans. Si on prend l'exemple des fast-foods, il y a deux grands critères sur lesquels il est possible de se positionner, le prix et la qualité. Le positionnement des fast-foods comme McDonald's, KFC, Quick, Subway, c'est d'avoir un prix faible, non pas au détriment de la qualité, mais plutôt en ne capitalisant pas sur la qualité. À l'inverse, des marques comme euh, Manhattan's, Mamie Burger, Green Mango ou encore les burgers de papa ont un positionnement un peu inverse, où il va s'agir ici de privilégier la qualité, quitte à avoir un prix élevé. Et là où on voit qu'il y a moins d'acteurs, forcément, ça va être dans le positionnement de la qualité élevée, mais du prix faible. Et ça peut être un positionnement intéressant, potentiellement à prendre, dans cet exemple qui est celui des fast-foods, même si c'est un marché ultra concurrentiel. Ensuite, vous allez vouloir choisir une tonalité de voix en alignement avec vous et votre public, qui à nouveau pourrait être idéalement océan bleu. Voici un exemple de profil de ton: drôle, neutre, sérieux, décontracté, neutre, formel, irrévérencieux, neutre, respectueux, enthousiaste, neutre, sobre. À vous de voir en fonction de vous et de votre cible, quelle est la tonalité de voix que vous souhaitez emprunter. 4. Naming, identité visuelle et charte graphique. Alors ici, c'est pas compliqué. Pour commencer, au niveau du naming, vous allez vouloir visionner une seule et unique vidéo, How to Create a Great Brand Name, de Jonathan Bell. C'est un TEDx de 5 minutes seulement, qui est disponible gratuitement sur YouTube et qui vous dira à peu près tout ce dont vous avez besoin pour créer un bon nom de marque. 2. Le logo. Même chose, une excellente vidéo, How to Create an Iconic Logo sur YouTube. 13 minutes pour tout savoir à ce sujet. À terme, idéalement, ce que vous voudrez surtout, si vous n'êtes pas doué là-dedans, c'est engager un graphiste qui va pouvoir s'en occuper. Et enfin, 3, couleur et typographie. Vous allez vouloir trouver la combinaison gagnante sur la base de votre nom et de votre logo. C'est dans cet ordre que ça se fait et pas l'inverse. Pour ça, ici, vous avez, et vous pouvez le retrouver sur Internet, un guide émotionnel de ce que représentent les couleurs chez les gens. Jaune, orange, rouge, violet, bleu, vert, blanc. Pour chaque couleur, il va y avoir un type d'émotion. En fonction de ce que vous faites, eh bien, vous voudrez vous en servir. Et puis pareil pour la typographie. Si vous avez une typographie formelle, classique, rigide, forte, avec ou sans empattement, avec ou sans sérif, etc., etc., ça ne renverra pas la même image. Et c'est important, là encore, de l'aligner par rapport à ce que vous faites et à qui vous l'adressez. 5e et dernier point, plateforme et format. En ce qui concerne les plateformes, vous allez vouloir créer du contenu organique sur la plateforme qui soit en alignement le plus possible entre vous et votre public.
Par exemple, si votre public, ce sont les moins de 25 ans en France, on sait qu'aujourd'hui, 95% d'entre eux vont se situer sur Instagram, puis TikTok, puis Snapchat, etc., etc., etc. Vous voudrez éviter Facebook. Sur la plateforme, vous allez là encore devoir choisir les bons formats. Plein de formats différents. Je reprends l'exemple d'Instagram. Vous avez les posts, vous avez les stories, vous avez les ads, c'est tant est que vous souhaitiez faire à un moment donné du contenu payant. Et bien là, vous allez vouloir choisir et adapter les bons formats sur les bonnes plateformes en fonction de vos objectifs. Et enfin, troisième et dernier point dont on ne parle pas assez, c'est celui de la zone de génie. La zone de génie veut que vous voudrez idéalement capitaliser sur un type de contenu à succès qui correspond à votre zone de génie. Alors ici, comprenez que entre deux types de contenus sur deux plateformes avec deux formats différents à pertinence égale par rapport à ce que vous faites et pour qui vous le faites, l'un, vous êtes plus à l'aise avec, l'autre non, forcément, vous allez vouloir choisir celui avec lequel vous êtes plus à l'aise. En revanche, si on reprend ce même exemple, mais qu'il y a un des deux types de contenu qui est plus pertinent, malheureusement, c'est pas forcément celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, vous voudrez aller vers celui qui est le plus pertinent, même si vous n'êtes pas plus à l'aise.